Deuxième chose, c'est que du point de vue des relations avec l'université, là, je dois dire que dans le travail qu'on mène, qui mériterait vraiment un travail de recherche ou une thèse sur la question de l'histoire des relations entre les universités et l'appareil de formation au travail social, contrairement à ce qu'on écrit parfois, c'est une affaire qui est très ancienne. Il y a des liens très anciens. Et j'en donne deux exemples. Un cas qu'il faudra redécouvrir, c'est ce qu'a réalisé Robert Laffont, qui était un psychiatre, professeur de psychiatrie à Montpellier, et qui a été l'auteur du fameux vocabulaire de psychopédagogie que vous trouvez dans toutes les bonnes bibliothèques de centres de formation au travail social, qui était un des premiers à imaginer un système intégré. On évoquait les relations entre le sanitaire et le social. Robert Laffont, c'était le premier à imaginer une organisation qui permette d'intégrer la dimension psycho-pédagogique, médico-sociale, avec des textes tout à fait fameux. Et donc, il a créé un institut de psychopédagogie médico-sociale en 1946. Et alors, cet institut, il a été créé par un décret venant du ministère de l'Éducation nationale, et cette nouvelle structure, elle gérait à la fois un centre de formation d'éducateurs spécialisés, un centre de spécialisation des techniciens de l'enfance inadaptés, psychologues, médecins, etc., un centre d'enseignement complémentaire pour des professionnels déjà formés, donc une formation continue pour les travailleurs sociaux et les travailleurs de la santé, et un centre de recherche qui visait à l'amélioration des connaissances et le perfectionnement. Et donc, cet institut à Montpellier, qui a existé de 1946 à 1970, c'est un cas intéressant sur lequel on travaille en ce moment, parce qu'il montre comment, finalement, une université a pris les devants et a intégré la formation des travailleurs sociaux dans son... Bon, alors Robert Laffont, il n'a pas eu de chance, enfin, il n'a pas eu de chance, c'est une façon de dire, c'est qu'il pèse derrière lui quand même une image assez négative, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il trempait un peu dans les approches eugénistes, etc. Donc c'est pas... Mais ceci dit, ça, il l'a mis en place quand même à la Libération. Et je trouve que, même à Montpellier, il y a pas si longtemps que ça, on parle pas trop de Robert Laffont. Et je pense que c'est à réfléchir, c'est à travailler. Mais on pourrait donner d'autres exemples avec le DEPS, le diplôme de hautes études en pratique sociale dans le domaine de l'économie sociale, qui a été le fait de Henri Desroches avec la naissance des collèges coopératifs à partir de 1959. Le DEPS est né en 1960. Même chose, donc il y a des configurations tout à fait intéressantes. Et finalement, on a là une juxtaposition de formules assez différentes. Je dois dire que ça s'est fait aussi sur fond d'une orientation qui a rendu le paysage beaucoup plus obscur et qui a été en fait l'idée que les formations devaient répondre à des besoins spécifiques pour des publics spécifiques. Et donc les formules qui avaient été mises en place peu après la création des premières écoles d'éducateurs, puisqu'il y a un débat chez les historiens de savoir quelle est la première, Montesson, etc. Donc c'est 1941. Donc je laisse de côté pour le moment le cas des AS. Mais donc on a une organisation qui s'est faite par une série d'histoires de différentes forces, à la fois des forces institutionnelles, des universités, des psychiatres qui se sont positionnés. D'ailleurs, l'appareil de formation chez les éducateurs, il doit beaucoup au rôle d'un certain nombre de psychiatres comme Georges Hier, Jean Dublineau, André Choran, etc. Enfin, on sort aussi de cette histoire. Donc, il y a des logiques institutionnelles qui sont à l'origine de la diversification des formules. Et puis, il y a aussi cette idée qui conditionne finalement tout le développement des politiques sociales depuis des années, cette idée d'une recherche de l'adéquation des compétences aux besoins, aux demandes, aux attentes des personnes. Et le cas le plus typique, maintenant le balancier est parti de l'autre côté, mais le cas le plus typique a été la création du diplôme d'aide médico-psychologique. C'est-à-dire qu'on a eu là, avec la création en 1972
du diplôme, du certificat d'aptitude d'AMP à l'époque, il y a eu cette idée que par rapport à des personnes que l'on ne pouvait plus rester dans les hôpitaux psychiatriques, enfin, ensuite à l'action de gens comme Toscaïès, qu'il fallait créer des structures spécifiques pour personnes lourdement handicapées, eh bien il fallait des professionnels dédiés à cette population. Et donc on a un montage, si vous voulez, de diplômes et de formations qui ont beaucoup reposé sur cette espèce de recherche d'adéquation. Alors, ça a été évoqué, d'ailleurs, si vous voyez le rapport triennal de l'ONFRI, qui est l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation pour le handicap, il y a 3 rapports qui sont sortis sur la question du handicap en juin dernier, vous trouvez ça à la documentation française et sur le net, on voit comment la question se pose dès lors où on cherche à apporter des réponses aux besoins de personnes dont les caractéristiques font qu'ils auraient besoin de réponses spécifiques. Donc à partir du moment où vous avez des politiques publiques qui sont organisées par plan autisme, plan cancer, plan Alzheimer, la question se pose à chaque fois de trouver la catégorie professionnelle qui va pouvoir répondre aux besoins correspondant à ce plan. Donc là, il y a un vrai problème de fond, parce que ce qu'on traite ici dans l'ouvrage sur les usagers et citoyens, c'est que la façon de concevoir la formation, soit de manière très ciblée, spécifique, soit de manière plutôt transversale, pluridisciplinaire et ouverte, eh bien, dépend de la façon dont on conçoit les politiques publiques et dépend, je pourrais même dire, de la perception que l'on a des besoins des personnes en difficulté. Parce que c'est sûr que si j'estime que quelqu'un qui a un handicap rare nécessite des réponses, pas rares, mais en tout cas singulières, il est évident que je suis dans une approche très différente d'une approche qui privilégie la question de l'accès à la citoyenneté, l'accès aux droits communs, la reconnaissance de la personne en grave difficulté comme une personne, un sujet de droit, une personne à part entière, etc. Donc il y a en fait des modèles qui sont extrêmement différents. Le résultat des courses, c'est celui-ci, c'est que tout à l'heure je disais 14 diplômes dans le Code de l'action sociale et des familles. La réalité, c'est 146 certifications qui ont à voir avec le travail social. C'est un tableau qui a été diffusé par la DRES, la Direction de la Recherche, l'Évaluation des études statistiques, donc ça vient du ministère, et c'est 146 certifications, tout niveau confondu, niveau 1 à 5, et puis tout ministère confondu, donc ça inclut les diplômes de niveau 5, par exemple, créés par le ministère de l'Agriculture, ou par d'autres ministères. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'illustration parfaite de ce clivage, de cette évolution. Là, j'ai mis un slash, mais c'est pas très bon. En tout cas, de cette évolution de la notion de travail social à la notion d'intervention sociale beaucoup plus large. D'ailleurs, on remarquera, parce que tu évoquais la création de la chaire de travail social du CNAM, c'est vrai qu'en 2001, elle a été créée comme chaire de travail social. Et en 2010, ça a correspondu à mon arrivée. C'est pas... Moi, j'ai rien demandé par rapport à ça, mais je prends acte du fait qu'elle s'appelle chaire de travail social et d'intervention sociale. Et donc, il y a du coup, et les diplômes, comme la licence professionnelle d'intervention sociale, à une approche qui s'élargit, à notamment, je vois la licence professionnelle au CNAM, sur les dimensions culturelles, sur le champ de la dictologie, sur différents domaines de ce genre. Donc, cette diversification est très importante. Et d'autre part, quand on fait cela, on se rend compte qu'il y a des trous dans l'architecture, parce qu'on essaie de trouver des logiques, et on sait qu'il y a des filières où on n'a pas de cohérence. On pourrait dire que dans le champ de l'accompagnement des personnes à domicile, vous avez une filière cohérente avec les auxiliaires de vie sociale, les techniciens d'intervention sociale et familiale, les conseillers en économie sociale familiale. On peut imaginer ça. Par contre, pour les assistants de service social, il n'y a pas de niveau 4, par exemple. Ça a été discuté à une époque, ça n'a pas été tranché. Bon, donc on a une impression, si vous voulez, de montage quand même assez bricolé, au sens noble évidemment du terme. Mais aussi, ce qui va peser beaucoup, là je reprends un peu mon exemple, école éducateur spécialisée, BUC Ressources et IRTS Montrouge de Nice-Roman, c'est que d'une certaine façon il y a aussi une espèce de bipolarisation culturelle que je ne vais pas développer parce qu'il y a des écrits là-dessus, mais on peut dire qu'il y a un rapport quand même assez diversifié au savoir théorique et que c'est pas facile de concevoir le positionnement d'un centre de formation vis-à-vis de l'université quand on a des approches qui sont radicalement différentes. Et je dirais qu'il y a deux je simplifie beaucoup, mais en tout cas, il y a deux grands courants porteurs. Il y a un premier courant qui est plutôt fait d'une espèce, je dis, attraction scientiste dans le travail social. On retrouve là tout ce qui est issu
tout ce que les assistants de service social doivent de leur héritage sanitaire, et avec aussi des figures historiques comme Marie Richemont, etc., où on met beaucoup l'accent sur l'expertise, enfin tout dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux, enfin donc toute cette tradition-là que je ne vais pas développer, mais qui a pesé très, très fortement. Et puis, à l'inverse, ou à côté, ou en dehors, je ne sais pas comment dire, une culture de défiance vis-à-vis de la formalisation des pratiques. Parfois, d'ailleurs, c'est les mêmes. C'est-à-dire que parfois, l'attraction pour la formalisation, on va la trouver chez les éducateurs spécialisés au moment où s'organisent des référentiels de compétences au nom de la VAE, etc. Et donc on voit bien qu'il y a le souci de valoriser cela, mais pour autant, on a évidemment une approche extrêmement critique, en général, vis-à-vis de ces éducateurs présentés, à tort ou à raison, comme des fonctionnaires de l'altruisme, des socioclercs ou des éducastreurs, pour reprendre certaines expressions fameuses. Et c'est encore tout à fait fort dans les choix que l'on fait. Alors, je ne veux pas dire qu'en réalité, tout ça, c'est à nuancer beaucoup aujourd'hui, parce que l'ONES et l'ANAS sont deux organisations corporatistes qui travaillent en commun, et qui travaillent en commun d'ailleurs en phase avec d'autres organisations. Donc on n'est pas sur un repli de corporations, n'empêche qu'on pourrait dire quand même qu'il y a permanence ou prolongation, impact conservé de cultures qui sont issues de champs assez différents. Et je pense aussi à un article qui est en ligne de Stéphane Rulac sur les constructions identitaires dans la formation des éducateurs spécialisés. Il y a plein d'ouvrages là-dessus où l'on voit comment il peut y avoir télescopage d'éléments culturels différents. Alors, l'impact des mutations en travail social, évidemment, c'est que aujourd'hui, ce qui rend le dossier des formations tout à fait importante, c'est d'abord, c'est très net, le renforcement de la référence aux compétences et aux qualifications. Je mets le « et » en majuscule parce qu'il y a eu un débat à une certaine époque, au moment du fameux grand colloque organisé par CQFD, avec l'idée que c'est pas que la compétence qu'il faut développer, mais c'est également la qualification, et que pour faire en sorte que la compétence ne puisse pas être présentée comme une priorité telle que le diplôme, la certification, la qualification soit quelque chose de relativement secondaire. Donc il y a eu un calage tout à fait positif, et quand j'évoque cette question de la référence aux qualifications et à la pluridisciplinarité, en clair, ce n'est pas des tirés qui se présentent exactement comme ceci. On va dire qu'un des moments très importants pour les formations, ça aura été la loi du 2 janvier 2002 sous l'angle de son article 15. Parce que quand l'article 15 dit que les équipes dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent être composées de personnes qui soient qualifiées, il est également fait mention de la pluridisciplinarité. Il dit exactement des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Donc ça a des impacts tout à fait importants parce que, d'une part, il y a cette idée d'un lien entre le niveau de qualification et un des objectifs de la loi de 2002, qui est la question de l'évaluation de la qualité. Donc ça, c'est d'ailleurs demandé par certaines organisations, notamment l'ONES, qui demande que, pour justement que les professions éducatives soient reconnues avec la même force juridique que la seule profession protégée qui est les assistants de service social aujourd'hui, et donc pour mettre fin au cours d'emploi, en gros, disent, d'une part, il faut unifier le statut de ces différentes formations, mais ils disent, d'ailleurs, il faut que dans les référentiels, dans les référentiels ou dans les références qui pourraient servir à l'évaluation externe des établissements et services, ce que d'ailleurs,
Ce qui d'ailleurs est évoqué dans le décret de 2007 sur l'habilitation des organismes chargés de faire l'évaluation externe. Hein. Mais de mettre que le degré de qualification des personnels doit être pris en compte comme étant un des critères de qualité. Finalement, on a, dans la loi de 2002, dont on dit en général le plus grand mal, il y a au moins cet aspect positif qui est ce que j'évoque, à savoir une logique circulaire, c'est à savoir l'idée que on part d'abord des besoins, des attentes, des préoccupations des personnes, qu'on met en place un certain nombre de dispositifs, que ces dispositifs doivent fonctionner, d'où l'article 15, avec des équipes pluridisciplinaires qualifiées, et que l'on doit vérifier l'impact que cela a par retour. C'est pour ça que je parle d'une logique circulaire qui permet ensuite de savoir si les personnes bénéficient ou non du travail d'accompagnement qui a été fait. Donc la question de la formation ne peut pas être dissociée de cette façon de concevoir aujourd'hui les politiques publiques. Ou en tout cas, nous, en tant que professionnels de la formation, on a intérêt à se servir de cette référence-là pour pérenniser, pour faire valoir la qualité, et plutôt que d'être arc-bouté sur l'idée qu'il y a des menaces qui nous viendraient, d'ailleurs, ce qui est vrai aussi. Hein. Mais en tout cas, il faut trouver les moyens de développer une argumentation par rapport à ça. Et donc, encore une fois, l'impact des mutations des politiques sociales doit se faire sentir dans la façon de concevoir les formations. Alors, ceci dit, il y a un problème, enfin il y a plusieurs problèmes, mais il y en a un autre supplémentaire dans le contexte aujourd'hui, c'est qu'on peut constater, c'est un effacement du clivage entre les professionnels et les non-professionnels. Parce qu'on a fonctionné pendant longtemps avec l'idée qu'il y a les 14 diplômes du Code d'action sociale et des familles, et puis il y a les bénévoles, il y a les humanitaires. Hein, et on explique... On explique toujours beaucoup aux étudiants que c'est pas pareil d'être un professionnel non professionnel, parce qu'un professionnel, il a un mandat, qu'il peut critiquer d'ailleurs, mais enfin en tout cas, il a un mandat, il doit pouvoir se battre pour avoir un statut, et donc, il y a des textes de référence. Aujourd'hui, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'on voit se développer des nouvelles catégories ou des nouvelles façons de répondre à des besoins de formation pour des catégories professionnelles qui sont à la frontière des deux. Et d'une certaine façon, là on a fait un séminaire au CNAM il n'y a pas longtemps, c'est là-dessus qu'on travaille cette année, on constate une espèce de continuum. Alors dans mon continuum, là c'est fait de manière très, très approximative, mais on pourrait dire que on sait, là d'ailleurs je prends les auxiliaires de vie sociale, c'est pas nécessairement le bon exemple. Le bon exemple est probablement du côté des assistants familiaux et des accueillants familiaux. Et notamment dans l'enchaînement assistants familiaux, assistants maternels, c'est le fait que l'on a des diplômes d'État aujourd'hui, hein, on a un diplôme d'État d'assistant familial à partir de 240 heures de formation théorique. Donc quand même... Après qu'on ait eu un diplôme qui faisait 120 heures. Donc on voit comment la certification et la diplomation de cette catégorie-là, ce qu'on appelait autrefois les assistants maternels à titre permanent, on voit comment il y a un renforcement de leur professionnalisation, un allongement de durée de la formation théorique. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, ce qui est évoqué d'ailleurs par la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, c'est la formation des accueillants familiaux, c'est la question des aidants familiaux. Et là, on rentre dans une zone, si vous voulez, où on accole le mot formation à des catégories, alors dans certains cas d'emploi, hein, ou en tout cas de forme d'emploi, comme on pourrait le dire des accueillants familiaux, ou à des personnes qui remplissent de manière informelle, c'est pour ça que nous on utilise le terme d'aidants informels, qui sont les personnes qui... ont quelqu'un de leur famille, par exemple, qui devient dépendant et qu'ils gardent chez eux. Et que ces aidants familiaux, aujourd'hui, demandent une formation, parce qu'effectivement, il y a un risque d'usure, de burn-out de ces aidants familiaux, et il y a des répercussions d'ailleurs économiques tout à fait importantes quant au rôle, quant à la fonction sociale remplie par les aidants familiaux. Moi, si je l'évoque là, c'est parce que dans le groupe de travail que je présidais à Longfry, l'Observatoire du handicap, il y a eu un débat quand même, et qui n'a pas été tranché vraiment, mais un débat assez difficile, certains disant il n'est pas question de former des aidants familiaux parce qu'on va vers une professionnalisation qui fait perdre le sens même de cette proximité, et en même temps il y a une demande telle que
au CNAM, par exemple, dans la chaire santé. Comme je suis directeur du département qui englobe tout ça, du coup, je suis embarqué dans cette affaire et je vais y intervenir. Mais il y a un diplôme de formation, il y a une formation d'aidants familiaux qui se met en place. Certaines universités se sont positionnées aussi. Donc on sent bien que, d'une certaine façon, le processus de professionnalisation fait qu'il y a une difficulté à faire, par exemple, une distinction. Souvent, je demande à des gens comme Jean-Marie Barbier ou des gens de sciences de l'éducation de nous aider. C'est comment on fait la distinction entre formation et information. Ou encore entre sensibilisation, information, formation. Et quand le législateur, avec la loi HPST, dit la CNSA doit financer la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux, se pose la question de combien d'heures, enfin à quel niveau, et est-ce qu'on fait un certificat, un diplôme, etc. Quelle est la tendance dans ce système? Et puis il y a un autre élément qu'il va falloir qu'on intègre un jour, parce que ça avance plutôt dans le champ de la santé mentale, mais il faut l'avoir en tête, c'est qui est la question de la reconnaissance de l'expertise des usagers. C'est-à-dire que c'est pas le tout de former des professionnels avec des traditions, avec des savoirs professionnels, etc. Il y a la question de cette expertise des usagers aussi. Dans certaines écoles, enfin j'en connais plusieurs, celles dont je m'occupais, ont demandé à des travailleurs handicapés et des AT de venir former des éducateurs en formation à des techniques éducatives. Donc ils venaient avec leur métier à tisser, et c'est eux qui faisaient cours. Donc ça c'était un exemple. Mais je pense notamment dans le champ de la santé mentale à ce qu'on a appelé le projet Emilia, qui est un projet avec financement européen. On n'a pas le temps de développer tout ça, mais où là, vous avez un patient, pour parler psychiatrie, entre guillemets, qui est chercheur, qui a le statut de chercheur, et qui dirige un laboratoire et un centre de formation pour on va dire des malades mentaux, on ne va pas dire que c'est des choses comme ça, mais on est entre nous, des malades mentaux, et des formations qui sont couplées, malades mentaux professionnels de la santé mentale. Ils mettent les deux dedans, et pour ce qui est des malades, des patients, ça sert à les préparer à des emplois d'accueillants en mission locale, par exemple. Bon, donc c'est finalisé. Et puis pour ce qui est des infirmiers, ça leur fait pas de mal d'être là-dedans parce que je pense que ça modifie également leur pratique. Donc le projet Emilia, c'est quelque chose qui nous dit finalement qu'il y a des innovations, il y a des expérimentations que l'on peut concevoir. Moi, je crois beaucoup à ça. Et quand on parle d'ailleurs du continuum, ici, on aurait dû mettre les pères aidants et puis un certain nombre de fonctions. Je crois que je vais abuser, mais donc je vais passer la dernière diapo directement, je vais en passer une, et puis je vais passer à aujourd'hui. Hein, oui. Non, j'ai pas regardé l'heure. Bah écoute, il faut arrêter. Hein. Encore 10 minutes, quoi. Bon, alors, là, les dossiers d'aujourd'hui. J'en liste 4. Les EPAS. Donc, c'est le projet de l'UNAFORIS. C'est l'idée de créer des hautes écoles professionnelles en action sociale et de santé. C'est ça l'intitulé exact. Hein. C'est important de ne pas louper et de santé, même si, bon, la Croix-Rouge n'est pas tellement partante, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Hein. Donc, des hautes écoles professionnelles, action sociale et de santé. Donc là, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Simplement, quelques remarques pour repérer un peu le projet. Donc, l'idée, c'est, mais il y a des personnes qui sont impliquées dedans, c'est plutôt d'être dans une logique de plateforme. Hein. C'est pas tout à fait exactement la même chose que ce qu'on appelle le modèle suisse ou le modèle belge. Hein, puisque là, il y a une volonté d'abord de mettre le P dans la haute école. Et puis, il y a aussi une autre idée qui est de maintenir une logique de filière et donc de conserver le niveau 5 dans cet enchaînement. Donc là, c'est un dossier qui est dossier chaud d'aujourd'hui et Pierre Gauthier a fait un certain nombre de démarches et va les continuer là-dessus. Les préfaces, ce sont les plateformes régionales. Formation recherche en action sociale, c'est un sigle qui n'est pas stabilisé, puisque dans certaines régions, à Montpellier par exemple, c'est des préfices, c'est un préfice, parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait le mot intervention sociale dedans et non pas action sociale. Et dans d'autres endroits, ça a d'autres sigles
divers et variés, mais globalement, l'idée, c'est une mise en synergie des acteurs concernés par la recherche. Et ça a été très important parce que depuis la circulaire de 2008, il y a eu un travail de collaboration qui s'est développé entre des universités, des centres de formation au travail social, avec quand même parfois des approches un peu différentes selon qu'on considère que la plateforme sert à produire de la recherche, qui est la position d'un certain nombre de responsables de préface, et qui pour d'autres est surtout une plateforme de valorisation de la recherche, mais qui n'est pas un lieu de production de la recherche. Bon, donc là aussi, il y a des débats tout à fait importants. Alors le doctorat et le groupe de travail des GCS, ça c'est plus, je suis plus concerné directement. Alors sur le doctorat, le dossier a été réactivé en juillet 2010 à l'occasion d'une évaluation de l'école doctorale du CNAM par l'AERS, donc l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et en gros, la position de l'AERS a consisté à dire vous devez reconsidérer votre école doctorale en préservant évidemment une logique d'excellence, puisque par ailleurs le CNAM est dans un LABEX et nous-mêmes, enfin une partie du CNAM dont je fais partie est dans un LABEX, mais on est surtout, le CNAM est dans un PRES surtout, et puis une partie du CNAM est dans un LABEX. Donc on est sur la reconstitution d'une école doctorale spécifique au CNAM, mais l'AERS dit le CNAM est connu pour sa culture de l'alternance, donc vous êtes fondé à faire des doctorats d'une tonalité un peu spécifique. Et d'où cette idée d'un doctorat professionnel, en prenant l'exemple sur les Anglais qui ont 2 doctorats, si vous voulez, qui ont un doctorat académique et un doctorat professionnel. Donc ça paraissait logique de partir dans cette direction. Très rapidement, au bout de quelques semaines, il y a eu une interrogation sur le sens qu'aurait un doctorat professionnel qui ne serait pas reconnu comme un doctorat à part entière. Ce serait un doctorat professionnel, mais qui empêcherait de se porter candidat à un poste de maître de conférence, par exemple. Et donc on aurait un vrai doctorat et un faux doctorat. Donc les objectifs de valorisation du travail social ne seraient pas remplis de cette façon-là. Donc assez rapidement, c'était la position prise par le CNAM, c'est de dire il ne faut pas nécessairement concevoir ce double système de doctorat académique et de doctorat professionnel, mais de concevoir un doctorat professionnalisant. Donc en clair, si ce dossier débouche, il débouchera sur un doctorat du CNAM qui va être un doctorat généraliste avec une mention travail social, sans que pour autant il y ait une section de CNU qui soit réclamée. D'autant plus que ça réglerait le problème aussi de savoir si il faut jouer la carte du travail social comme étant une science, en prenant comme modèle les sciences de l'éducation ou les sciences de gestion. Et de ce point de vue-là, la discussion est quand même assez ouverte, mais on va plutôt dans l'idée de se dire qu'on peut tout à fait avoir une mention travail social sans se porter en première ligne sur l'idée d'une science du travail social à laquelle finalement pas tant de gens que ça adhèrent, d'autant plus qu'il y a un problème, c'est que autant quand se sont créées les sciences de l'éducation, il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient diriger des thèses, autant si on crée une thèse professionnalisante en travail social, va se poser le problème des ressources en enseignants et en formateurs titulaires d'une HDR ou en capacité. Donc l'affaire n'est pas entièrement mûre. Mais, alors si c'est pas ça, il se trouve que là, il y a une fenêtre dans en plus dans une vague qui pourrait faire que si on avait le feu vert, on l'aurait pour l'automne 2013. Mais si ce n'est pas ça, il y a peut-être d'autres formules qui sont en discussion et en démarrage, c'est-à-dire il y a un doctorat européen en travail social qui part du Portugal en ce moment et sur lequel s'agrègent un certain nombre de structures françaises. C'est pourquoi, compte tenu des orientations qui font débat dans la profession et compte tenu aussi des conflits internes au travail social sur la question de la recherche,
l'initiative a été prise de faire une conférence de consensus donc aura lieu le 15 et le 16 novembre 2012. Et finalement, le principe de la conférence de consensus, c'est pas un jury citoyen, hein, c'est véritablement une conférence de consensus, c'est-à-dire c'est faire contribuer des personnes qui ont quelque chose à dire sur la question, avec parfois des sensibilités très différentes, et puis c'est un jury d'experts français et étrangers qui pourront produire des recommandations au titre de la conférence de consensus. Il y a eu une conférence de consensus organisée par la FNARS sur les personnes dans les rues, et puis une autre de la mairie de Paris sur l'éducation populaire. Donc on va essayer d'avancer là-dedans, et il y a eu déjà des réunions de préparation. On a mis en place un séminaire pour construire d'abord les questions qui seraient posées lors de la conférence de consensus. Donc si ça vous intéresse, vous me faites savoir et je vous ferai parvenir le programme, puisqu'il y a 3 séances de séminaire d'ici juin où l'on va décliner avec des intervenants des questions que l'on voudrait voir reformulées sous la forme de questions qui seront posées aux experts les 15 et 16 novembre 2012. Ça veut dire qu'il y a à la fois l'idée qu'on est sur un champ qui est assez ouvert, il y a des débats très ouverts, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas rester dans des clivages qui ne soient pas réfléchis, qui ne soient pas débattus. Donc il faut absolument qu'il y ait des lieux de parole sur ces questions-là, parce que sinon, on va perdre toute crédibilité. Et c'est ce qu'on nous demande dès qu'on arrive sur le dossier, sur c'est quoi votre histoire de dossier de doctorat professionnel. Il y en a déjà des doctorats professionnels. Un doctorat de médecine, c'est un doctorat professionnel, hein. Mais si on dit, nous on ne va pas jusque-là, on ne prétend pas être des médecins avec une science, etc., mais on se présente pour un doctorat professionnalisant. Moi, la première chose qu'on me dit, mais c'est quoi votre histoire de travail social, vous êtes où, c'est quoi l'appareil de formation que ça. Bon, donc il y a véritablement un problème à la fois de visibilité du travail social, hein, et donc de reconfiguration de l'appareil de formation, c'est ce qu'on espère avec les EPAS et les préfaces, d'une part, et d'autre part, il faut partir pas trop en ordre dispersé, quoi. Et quand évidemment, moi aussi je plaisante sur la recherche sur le travail social, en travail social, du travail social, mais vous savez qu'il y a des associations, bon, il y en a 4 en tout cas qui sont partenaires de la conférence de consensus. Pour certaines associations, c'est des questions essentielles, hein. Ils considèrent que ça n'a pas de sens d'utiliser l'expression recherche en travail social, hein, parce qu'ils considèrent qu'il doit y avoir une recherche portée par les travailleurs sociaux sur des objets qui ne sont pas le travail social lui-même. Et c'est vrai que si on dit qu'on a des publics méconnaissables aujourd'hui, des problèmes sociaux nouveaux, on va quand même pas faire de la recherche sur l'identité professionnelle de l'éducateur ou de l'assistant social. Moi, personnellement, ça va, c'est bon, là. La littérature, elle est archi pleine de ça. La question, c'est quelle contribution, avec quelle expertise les travailleurs sociaux peuvent apporter quelque chose à la compréhension de public que les politiques ne comprennent pas. Donc c'est plutôt sous surversant. Ceci dit, c'est un avis comme un autre, et il va falloir en débattre avec les différentes sensibilités. Et puis, dernier point, sur le groupe de travail qui a lieu en ce moment à la Direction générale de la cohésion sociale. Donc c'est un groupe qui a plusieurs objectifs. En gros, il y en a 3. Le premier, c'est faire un état des lieux, parce que tout ce qu'on peut raconter sur les liens entre les universités et les établissements de formation de travail social, comme on dit, eh bien, ne prend son sens qu'en tenant compte des contextes locaux. Donc il y a véritablement un problème de photographie de l'existant. Donc ça, c'est la première mission confiée au groupe, et la DGCS ayant gardé un peu d'argent, elle a fait un appel d'offres, et donc il y a un cabinet qui s'appelle Strasbourg Conseil qui a fait un recensement qui va être complété par des entretiens sur place. Alors je ne sais pas, ici il y a des professionnels du travail social, je pense qu'ils ont répondu, et ça c'est très important, oui, parce qu'on a à peu près, sur 160 centres de formation, il y a à peu près, on va dire 80 qui ont répondu, qui avaient répondu il y a 15 jours. Donc demain on se réunit et donc on va savoir exactement. Et on sait que dans cette photographie, il y a 60% des centres de formation qui sont en convention avec une université. Bon. Et alors, ce qu'on va étudier, c'est pourquoi d'autres n'y sont pas, si c'est parce qu'il n'y a pas d'université, parce qu'ils ne veulent pas, etc. Et ceux qui y sont, c'est de quelle nature, enfin, et en particulier la question qu'on se pose, c'est celle du niveau 3. Hein, ce n'est pas uniquement DIS, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est photographie de l'existant. Deuxième chose, deuxième chantier,
c'est que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'évaluation. Alors, l'évaluation des effets produits, mais pas pour qu'on évalue, mais pour donner des orientations méthodologiques pour savoir comment on ferait le jour où on commencerait à se pencher là-dessus. Donc c'est trouver des modalités, des formules qui permettraient d'évaluer D'ailleurs, la dernière séance du groupe de travail, elle va se faire avec, on espère, 2 tables rondes. On est en train de concevoir une table ronde avec les 2 branches professionnelles, la branche qui est plutôt majoritaire dans notre secteur, plus la branche de l'aide à domicile, et une autre table ronde, parce que Michel Hôtesse nous fera le plaisir d'être là, avec l'Association des régions de France, aussi pour que les régions soient impliquées là-dedans. Donc, cette question de l'évaluation des effets produits, on l'abordera de manière ouverte, en tout cas comme piste possible méthodologique. Et la 3e mission confiée à ce groupe, c'est de faire des préconisations ou de trouver, non pas la solution, mais en tout cas le pari d'à peu près tout le monde, c'est de... Ça se discute, mais le pari, c'est de trouver une voie de passage entre l'ancrage dans un secteur professionnel qui correspondrait à une espèce d'enfermement des formations dans une logique professionnelle, corporatiste, etc., et d'autre part, l'absorption par l'université, pour être clair. Donc en gros, les orientations globales du groupe de travail, c'est de dire on ne va pas vers l'entrée dans l'université. Donc dans le groupe, d'ailleurs, il y a la CPU, il y a des partenaires, il y a la DGCIP, enfin il y a des partenaires du monde de l'éducation nationale, du monde universitaire qui est présent. Donc on est clair, ils sont clairs aussi avec nous. Mais on sait aussi que si on maintient quelque chose comme une voie française, ou il va falloir s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce qui avait été imaginé au milieu des années 80 n'a pas fonctionné. Notamment, il y a un texte de 85 qui rendait soi-disant obligatoire dans le conventionnement une convention avec l'université. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi les IFSI, dans le champ de la santé, ça se fait d'une certaine façon et nous d'une autre façon? Donc, il va falloir analyser les raisons des difficultés auxquelles on est confronté, mais surtout, ce qui nous a été demandé, c'est de faire des préconisations un peu innovantes, un peu décoiffantes, et on est justement preneur d'un tas d'idées là-dessus, parce que pour le moment, je dois dire, en tant qu'animateur de ce groupe, je serais bien incapable de vous dire ce qui va en ressortir au mois de juin. Mais donc on est plutôt dans la phase de débat.